Je m'appelle Alain Peters, je suis agroécologiste et je vous invite à visionner cette vidéo qui constitue un court reportage de la visite d'agriculteurs français en Condro en Belgique. Cette visite a été organisée par l'association Initiative Paysanne. On y aborde plusieurs thèmes importants des systèmes agroécologiques qui sont notamment des systèmes bio sans labour. Il y a une surface arable de 54 hectares et 38 hectares de prairies permanentes. Donc un total de surface agricole utile de 92 hectares. Et en plus de ça, il y a le réseau écologique qui fait quelques hectares, des bandes herbeuses, des haies, et puis il y a des bois. Bien, alors les sols sont des sols assez typiques du Condro, plutôt des bons sols du Condro, avec un taux d'argile de 15 à 20%, pH neutre, et dans la ferme ici, un taux de matière organique qui était encore assez intéressant de 2%, ce qui est presque le double de ce qu'on voit dans le centre du pays, dans les fermes spécialisées en culture arable. Mais le Condro est une région d'élevage, c'est le berceau du blanc-bleu belge que vous connaissez tous. Donc la plupart des fermes sont restées mixtes très longtemps, il y a encore beaucoup de fermes mixtes, et donc de la matière organique, du fumier qu'on rapportait aussi. Donc de ce point de vue-là, c'était intéressant. Il y a une intégration de l'agriculture et de l'élevage dans la ferme, qui est une caractéristique de l'agroécologie, mais elle est double, je dirais. Il y a le bétail propre à l'exploitation, qui pâture les prairies permanentes, qui sont en bio, mais pas dans un système agroécologique, je dirais. Et puis, il y a un accord avec un engraisseur de bovins qui achète les prairies temporaires sur pied et qui fait le fourrage. Il y a aussi quelques éleveurs périphériques qui achètent une partie des prairies temporaires. Mais l'engraisseur, il achète donc une partie aussi des métayes, des céréales fourragères, et vend du fumier à la ferme. Donc on a une source de fumier, donc on a un cycle de matière entre cette ferme-ci et l'engraisseur. Ça, pour moi, c'est ce qu'il faut pour faire tourner le couvert. Il pousse très vite, produit 15, 16 tonnes, parfois 18 tonnes de matière sèche par hectare. C'est plus productif en protéines que le soja à l'hectare. Même après 6 mois de sécheresse, comme l'année passée, pratiquement 6 mois de sécheresse, ça repousse au mois d'août sans problème. Les deux plantes, aussi bien le trèfle violet que la luzerne, repoussent. C'est vraiment spectaculaire, alors que tout le reste est à l'arrêt. Et donc là, vous avez des quantités de protéines faramineuses. Et vous voyez qu'il n'y a pas de place pour des adventices. Et c'est coupé 4 fois par an, parce que ça produit beaucoup. Donc le chien dent, par exemple, a horreur d'être coupé 4 fois par an. Son optimum, c'est 0, une coupe, grand maximum 2. Et au-delà, il régresse. Comme ici, dans la ferme, on a une belle proportion de prairies temporaires. Le contrôle des adventices est bien assuré déjà par elles. Puis on a des engrais verts diversifiés, qu'on appelle des biomax, avec souvent 7-8 espèces dans l'interculture. Ça agit aussi très fort sur les adventices. Et puis on a des espèces et des cultivars qui sont particulièrement capables de se battre avec les adventices, comme de l'épeautre, du triticale ou des blés qui ont été sélectionnés en bio, qui sont plus hauts, qui ont des feuilles plus horizontales, etc. Et donc moi j'ai abandonné il y a 7 ans les cultivars modernes de blé et d'orge, qui sont des nains et des passoires adventices, il faut oublier ça, parce que sinon on n'a que des problèmes. Voilà, donc c'est un ensemble de ces stratégies qu'on met ensemble qui fait qu'on peut contrôler les adventices. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'adventices, mais on les contrôle, ce n'est pas une extermination.
Mais par exemple, jusqu'à l'année passée, je n'ai pas fait les calculs avec cette année-ci, mais par exemple, en 3 ans, l'année, si on fait un bilan de ce qu'on a fait pendant les 3 premières années, sur, je pense qu'il y a 25 parcelles, de l'ordre de 25 parcelles. Pendant 3 ans, ça fait 75 parcelles. On a désherbé mécaniquement 3 parcelles. Donc ça veut dire que les adventices sont contrôlés par toute cette stratégie de la rotation des plantes qui contrôlent d'autres plantes. Alors ici, le poids a fait un peu verser, lors des fortes pluies qu'on a eues ces derniers jours, a fait un peu verser. Mais bon, je pense qu'on aura quand même un très bon rendement ici. On aura un très bon rendement en poids et un rendement tout à fait acceptable en triticale. Donc la somme des deux va être vraiment intéressante et probablement même dépasser 5 tonnes. Et donc ça, c'est récolté en sec. Ça peut être vendu dans le commerce. Il y a 2 grands moulins en Wallonie et en Flandre qui achètent ce genre de mélange et qui payent à raison de la proportion de la légumineuse et de la céréale. C'est Faillite près de Charleroi et de Dobbelaere à l'ouest de Bruxelles. Mais ici, c'est vendu aux voisins, donc c'est encore mieux évidemment. Moins de frais de transport. Et ça fait un aliment assez exceptionnel. C'est un petit maïs et un petit soja en une pièce, quoi. Et on a fait plusieurs thèses de master, maintenant les thèses de doctorat, et on voit que ces bandes fonctionnent et que la densité du carat, par exemple, diminue très peu jusqu'au centre de la parcelle. Par contre, après 30 mètres, ça diminue. Et pour les pucerons aussi, quand on a des pucerons dans les févroles, parce que les févroles sont naturellement riches en azote, on a presque chaque année des attaques de pucerons, mais on voit très vite les cirfes, les micro-guêpes, les coccinelles qui rentrent dans la parcelle, et au bout de quelques jours, 3-4 jours généralement, le problème est réglé. Et on a besoin aussi de ces oiseaux, parce qu'un autre problème un peu similaire à celui des limaces finalement, du non-labour, c'est celui de la prolifération possible des rongeurs, des campagnols. Et les faucons cresserelles, les buses sont d'excellents prédateurs de ces campagnols. Le plus efficace, c'est sans doute les hérons cendrés, la grande aigrette qu'on voit souvent ici dans les parcelles tout autour, qui vraiment attrapent les campagnols même en profondeur dans le sol avec leur bec en forme de sabre. Et bien sûr, il y a les renards et puis les fouines et tout ça, que les chasseurs n'aiment pas toujours, mais qui sont vraiment les alliés des agriculteurs. Quand on laboure et qu'on fait percer une herse rotative, il dit « Oh, la structure est bien ». Mais alors après, il y a une pluie qui tombe là-dessus, ça devient du béton. Quand vous ne labourez pas, la structure s'améliore de plus en plus au fil des années et ne devient jamais du béton. L'eau s'infiltre. Combien de fois j'ai vu sur des pentes comme ça, l'eau qui ruisselle sur une terre en conventionnel labourée, et puis elle arrive dans la parcelle agroécologique, et sur 3 mètres, toute l'eau pénètre dans le sol. Oui, mais c'est important pour la croissance des plantes. Et puis on n'a pas de semelle de labour, ça veut dire que la croissance des racines n'est pas limitée à 30 cm, mettons, mais une fois que la semelle de labour a été perforée par les vers de terre, les vers anéciques font des galeries jusqu'à 2 mètres de profondeur, les racines s'engouffrent là-dedans, vont chercher de l'eau et des éléments nutritifs en profondeur. C'est autre chose, quoi. On rentre dans la 3e dimension. Conventionnel, on est dans 2 dimensions, on est dans des hectares, quoi. En agroécologie, on est dans des mètres cubes. Le but de cette vidéo était de vous donner envie d'en savoir plus sur les systèmes agroécologiques. On a déjà compris ici que les systèmes bio sans labour fonctionnent et comment ils fonctionnent dans les grandes lignes. Cependant, des informations plus détaillées sont disponibles dans d'autres vidéos, des webinaires, des formations, des visites de terrain. À bientôt donc à l'occasion d'autres événements.